Merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Clémence Casanova, postdoctorante en santé publique. Alors aujourd'hui, je vous présente un projet qui porte sur l'intérêt envers le CBD pour réduire la consommation d'alcool, une approche qualitative. C'est un projet qui a été, auquel j'ai répondu dans un appel à projet jeunes chercheurs tabac-alcool qui est financé par l'Institut national du cancer. Alors, ce projet se situe dans la politique de la réduction des risques de l'alcool, l'objectif étant d'accompagner de manière individuelle ou collective des personnes qui ont un mésusage lié à l'alcool, qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'abstenir de consommer de l'alcool immédiatement. Et l'objectif étant aussi de contrôler sa consommation, de ne pas nécessairement la arrêter complètement, mais de la réduire de manière contrôlée en évitant les conséquences telles les risques d'intoxication ou les symptômes de sevrage. Donc on est dans un cadre où on veut dépasser la dichotomie de soit boire ou ne plus boire, parce qu'entre les deux, on peut tenter de consommer de manière raisonnée et contrôlée. Alors, il y a deux profils de consommation d'alcool qui nous intéressaient dans le cadre de ce travail. D'une part, ceux qui avaient donc une consommation qui était à risque pour leur santé ou un mésusage d'alcool. Donc, ce sont des gens qui ont une consommation qui va entraîner des dommages physiques et psychologiques, mais aucun diagnostic de dépendance d'un point de vue psychiatrique a été posé. Et d'autre part, une autre population qui nous intéressait, ce sont ceux qui ont un TUAL, donc un trouble lié à l'usage de l'alcool, où là, il y a des critères cliniquement appliqués, spécifiques, qui sont définis par le DSM-5. Excusez-moi. Et un des critères était aussi que ces participants devaient consommer 12 verres standards d'alcool par jour et plus depuis 6 mois. Alors le CBD, pourquoi un traitement qui peut être potentiellement intéressant dans le cadre de cette étude? C'est un composé naturel qui est non psychoactif. L'usage du CBD a déjà fait ses preuves et diverses études le montrent pour notamment les douleurs chroniques, l'épilepsie, des maladies psychiatriques, la dépression, l'anxiété. Et puis, pour faire le lien entre CBD et alcool, le CBD pourrait être intéressant pour le sevrage alcoolique et pour atténuer les dommages qui sont causés sur le foie et le cerveau par l'alcool. Alors, pour faire un parallèle avec ce point, l'étude clinique Caramel va démarrer bientôt et chapeautée principalement par Patricia Carrieri, en tout cas au sein de notre équipe. Et l'objectif étant qu'on propose une nouvelle approche thérapeutique qui est novatrice pour réduire la consommation d'alcool, mais surtout ses méfaits produits sur le foie et le cerveau. C'est une étude qui est française, donc qui est de phase clinique 2, qui sera menée chez des sujets qui ont un trouble lié à l'usage de l'alcool. Là, pour l'instant, la première phase a fait ses preuves auprès de souris. On a bien vu que le CBD aidait donc à diminuer les effets sur le foie et le cerveau et aidait aussi à accélérer le sevrage lié à l'alcool. Donc c'est un projet qui est initié par l'hôpital du Vinatier à Lyon. L'objectif de mon étude, donc, qui s'avère être une étude qualitative, qui est complémentaire à l'étude clinique Caramel, c'est une étude socio-comportementale qui est axée principalement donc, sur les habitudes de consommation d'alcool, sur les choix thérapeutiques des participants, sur l'acceptabilité ou non d'un tel traitement à base de CBD, sur leurs diverses opinions liées aux études cliniques également. Et c'est l'objectif étant d'explorer les processus qui sous-tendent l'acceptabilité de l'utilisation du CBD comme traitement pour réduire la consommation d'alcool et ses méfaits auprès des personnes, d'une part, qui ont un trouble donc lié à l'usage de l'alcool, mais également chez celles qui ont un usage d'alcool nocif pour leur santé. Donc j'ai mené 23 entretiens semi-directifs sur différents lieux, dont 12 au Vinatier à Lyon. 11 ont eu lieu dans les centres de soins d'accompagnement pour les personnes qui ont des addictions, entre Digne-les-Bains, Manosque et Avignon. Parmi ces 23 participants, 18 étaient des hommes, 5 des femmes. L'âge moyen était de 46 ans.
Et 13 avaient donc un trouble lié à l'usage de l'alcool et 10 avaient un mésusage lié à l'alcool. 17 entretiens se sont faits en présentiel, 1 par téléphone et 5 par visioconférence. Alors déjà, pour décrire un petit peu les habitudes de consommation de ces participants, il faut savoir que l'alcool était au centre de leur consommation. Il s'agissait de monoconsommation, à part évidemment le tabac, qui était très présent dans leur consommation, donc des consommateurs d'alcool et de tabac, mais il n'y avait pas d'autres drogues dans le cadre de leur consommation. Donc il n'y avait pas d'usage à titre de substitution. Dans 99% des cas des personnes avec lesquelles j'ai fait ces entretiens, il y avait très peu de consommation d'alcool fort, c'était principalement du vin et de la bière. Donc il peut y avoir une réflexion sur le fait de déconstruire les représentations qui sont souvent associées à alcool fort et alcoolisme. Là, dans ce cas, c'était absolument pas ce qui ressortait. Et puis la bière était énormément consommée chez les hommes et le vin chez les femmes, ce qui peut également renforcer l'idée que l'alcool est un produit culturellement genré. De plus, ce sont des gens qui consommaient de manière solitaire chez eux. Donc il n'y avait pas de consommation, par exemple, en groupe ou dans des bars. C'était pas des habitués de bars. C'était vraiment des gens qui consommaient chez soi, ce qui amenait beaucoup d'isolement. Par exemple, des gens qui disaient qu'ils se cachaient, qui s'étaient écartés socialement de leur cercle de famille ou vie sociale ou sociétale. Donc voilà, cette notion de cachette, de boire en cachette revenait souvent. Il y avait donc une démarche thérapeutique qui était déjà engagée. Il n'y avait pas ce déni de la maladie, d'avoir un problème face à leur consommation d'alcool. Ils réalisaient qu'il y avait une dépendance, la notion d'alcoolisme ressortait. Et voilà, donc on n'était pas dans un déni de problème de consommation d'alcool. Du fait qu'il y ait une démarche thérapeutique déjà engagée, il y avait aussi une évolution du rapport à leur consommation. C'était des gens qui ne consommaient plus par plaisir et pour plutôt pallier un manque ou pour des gens qui étaient alcoolodépendants, donc par habitude et non plus de manière sociale ou avec cette recherche de plaisir ou festif. Alors, différents contextes ont pu, selon ce qui en ressort, favoriser cette consommation d'alcool. Chez les femmes, souvent, c'était la rencontre ou la séparation avec l'autre personne, étant donc un homme dans ce cadre-là. Par exemple, des femmes qui disaient que j'ai commencé à boire, c'était la rencontre de mon mari. Quand je me suis mis en ménage, je me suis mis avec quelqu'un qui buvait, donc j'ai suivi son rythme et je buvais aussi. Ou c'était lors de la séparation du père de mes enfants, ou quand j'ai commencé à fréquenter un homme, etc. Donc souvent, cette notion de rencontre avec l'homme venant de la femme favorisait un contexte de consommation d'alcool. Maintenant, un facteur qui favorisait cette consommation, tout profil confondu, parce que là, ce que je vous présente, c'est sur les 23 personnes interrogées, sans définir... sans avoir pris en compte des critères spécifiques ou des séparations entre les variables que j'ai choisies. Ça, je le ferai dans une autre analyse lexicale. Donc là, l'alcool était considéré comme un anxiolytique. Il y avait cette recherche de se sentir moins anxieux pour gérer l'anxiété au quotidien. Donc, c'était vraiment verbalisé comme quelque chose d'anxiolytique chez les personnes que j'ai interrogées. Il y avait cette recherche de sentiment de liberté. Les gens se sentaient plus libres, sentaient qu'ils avaient plus s'appropriaient le temps et se sentaient libérés lorsqu'ils consommaient de l'alcool. Et ce rapport au temps, donc le fait de trouver les journées longues, de passer à une vie active de maman, par exemple, et de se retrouver seule chez soi. Donc, il y a vraiment ce rapport au temps qui favoriserait cette consommation d'alcool. Le temps passe plus vite quand je consomme, je m'ennuie moins. Quand j'ai arrêté de faire du sport, je me suis mise à consommer. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à la notion de combler les périodes de creux par rapport au temps. Maintenant, les facteurs qui pourraient limiter la consommation, encore ce rapport au temps, c'est-à-dire que le fait de faire plein de choses à l'inverse, ça me fait moins penser à consommer de l'alcool. Si je suis occupée, si
Voilà, que ce soit si mes pensées sont occupées ou si mon corps, ma gestuelle est occupée, si je fais des activités, j'ai moins tendance à consommer de l'alcool. Donc voilà, cette notion d'être occupé, d'activité, de combler aussi encore ce temps. Un des facteurs aussi qui avait tendance à limiter la consommation d'alcool auprès de ses participants, c'était le fait de se mettre une pression soi-même sur sa famille, la notion de culpabilité, le fait de consommer, mais finalement ça engendre moins de temps pour voir ma famille, comment ils me perçoivent. J'ai des enfants, est-ce que je veux garder cette image d'une personne qui consomme devant mes enfants ? Voilà, donc cette notion de famille revenait beaucoup dans les discours et avait tendance à limiter ou réduire leur envie de continuer, en tout cas à consommer. C'était une des portes d'entrée pour réduire leur consommation. Alors, il y avait une étiquette liée au fait d'être faible ou d'avoir un manque de volonté quant au fait d'arrêter de consommer. Ils avaient cette conception que, dans leur manière d'appréhender la réduction ou l'arrêt de consommer, la notion de faiblesse revenait souvent, qu'elle vienne d'eux-mêmes, donc une auto-pression aussi, enfin une auto-étiquette liée à cette faiblesse ou ce manque de volonté, où elle venait aussi de... Quelqu'un disait, par exemple, mon médecin, le docteur X, a dit que les gens comme moi, ils ne peuvent pas diminuer, il faut qu'ils arrêtent de consommer. Donc, soit ça venait de l'extérieur, d'un membre de la famille, ou d'eux-mêmes. Moi, j'ai pas assez de volonté, en fait. Je m'engage dans quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout. Je suis une personne qui n'a pas de volonté. Donc, cette conception d'avoir la capacité d'arrêter revenait aussi souvent et peut jouer dans la manière d'appréhender cette réduction et cet arrêt de consommer de l'alcool. Alors, est-ce qu'il y a un désir de réduction ou d'arrêt de consommation chez les gens que j'ai rencontrés ? En tout cas, la majorité désire réduire et pas arrêter parce qu'ils sont dans des stratégies d'autogestion, de régulation pour réduire. Ce sont des gens qui, par exemple, vont trouver des moyens de moins consommer, se dire je bois une journée sur 2, j'arrive à me gérer, un mercredi, un jeudi, je bois pas, le vendredi, je vais consommer. Ce sont des gens qui ont vraiment un désir de consommer de manière occasionnelle, de manière festive, à des fêtes, à Noël, lors des événements. Donc il y a cette envie de consommer de manière vraiment régulière, raisonnée et occasionnelle. Il y a eu beaucoup d'échecs thérapeutiques, des médicaments qui ne fonctionnaient pas, la peur de rechute, notamment à des cures de désintox qui n'ont pas fonctionné, où ils en font 2, 3, et c'est toujours des échecs. Donc encore une fois, ils ne sont pas prêts à arrêter, mais ils souhaitent réduire leur consommation. Et puis il y a aussi ce refus de l'étiquette de je ne veux pas être la personne qui ne boit pas ou qui ne boit plus, qui est souvent aussi très forte. Et des fois, par moments, qui peut être aussi forte que la personne qui boit. Donc, il y a ce refus d'être associé au fait d'être la personne qui ne boit plus en société. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est du CBD, les représentations des participants vis-à-vis du CBD étaient très, très positives. Pour la majorité, c'était des gens qui n'en avaient jamais consommé, mais qui, évidemment, savaient ce que c'était à travers toutes les boutiques, les magasins ou sur Internet. Donc, ils avaient cette connaissance de la notion du CBD. Mais, donc, ils avaient une vision très positive dans la mesure où ils trouvaient que c'était quelque chose de naturel. Ils le distinguaient du THC en disant que c'est quelque chose qui n'a pas d'effet psychoactif, donc ça m'intéresse. Il y a quelqu'un qui disait il n'y a rien dedans, en fait, c'est très doux, c'est naturel. Voilà, la notion du fait que le CBD soit naturel les attirait et leur donnait envie de tenter, d'essayer le CBD. La notion d'avantage négatif, c'était le fait de substituer une addiction par une autre, quelque chose qui les bloquait. Est-ce que finalement, en prenant du CBD, je ne vais pas remplacer mon addiction à l'alcool et tomber encore dans une dépendance ? Ça, c'est une des limites vis-à-vis de la prise de CBD. Et puis aussi, le prix. C'est quelque chose qui est très coûteux, qui n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, les participants avaient du mal surtout qu'il y en avait qui avaient des revenus minimaux, qui étaient au RSA. Ils se disaient, comment est-ce que moi, je peux me permettre de mettre un certain montant pour du CBD que je n'ai pas testé, que je ne connais pas. Donc, c'était une des limites quant à la prise de CBD dans ce cadre-là. Pour ce qui est des opinions quant aux essais cliniques, alors de manière quasi unanime, les participants avaient une perception très positive
des essais cliniques, dans la mesure où ça pouvait faire avancer la science, c'était quelque chose qui était utile. Il fallait bien que certains humains, et pas juste les animaux, passent par là pour qu'on voit finalement qu'est-ce que ça donne. Donc ils étaient acceptaient majoritairement le fait de tenter un essai clinique. La seule chose qui les bloquait, pour ceux qui en avaient déjà fait, c'était le fait de ne pas se retrouver dans le groupe placebo. C'est ce qui ressortait. C'était le seul élément, on va dire, négatif quant au fait de faire des essais cliniques dans ce cadre de cet essai à base de CBD. Alors ça, ce que je vous ai présenté là, c'était donc une partie de l'analyse thématique. Il y aura aussi une analyse lexicale avec le logiciel Iramutech qui va être faite. Donc là, j'en suis au début, donc je vais passer rapidement. Mais cette analyse permet de regrouper lexicalement les discours. Donc tous les entretiens ont été rentrés dans le logiciel afin d'être analysés. Et là, par exemple, ce qu'on voit rapidement, c'est que la consommation de tabac et le fait de consommer de l'alcool, quel qu'il soit, sont extrêmement reliés. Il y a une classe qui ressort sur toutes les conséquences, sur le poids de la famille, enfant, familial, fille, qui est aussi très présent. On voit que la notion de santé ne ressort pas particulièrement. Et puis il y a une autre classe qui est liée à tout ce qui est essais cliniques, traitements, accords. Et chaque classe est liée à des profils particuliers, donc des variables que j'ai rentrées. Mais là, je n'aurai pas le temps de tout vous présenter. Là, on voit un petit peu plus les mots qui sont liés à chaque classe et qui sont les plus significatifs dans chacune des classes. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, avec ce logiciel, si le terme « fumer », bon, là, dit comme ça ne nous dit pas grand-chose, mais on va avoir un peu plus de précision et le contextualiser. On peut faire une espèce d'analyse, de similitude, où on voit que fumer est lié donc d'une part à la clope, la cigarette, mais aussi au joint. Et chacun des mots est aussi relié à un autre contexte. Donc on peut affiner notre analyse à partir de ce genre avec ce logiciel. Même chose, par exemple, le mot CBD, on a envie de savoir un peu plus quel champ lexical le CBD, autour de quel champ lexical est composé le CBD, et est-ce que, par exemple, il y a plutôt une connotation positive ou négative envers ce terme. Donc là, c'est pour affiner encore une fois nos analyses. Et on peut aussi voir un peu plus précisément, par exemple, le mot vin qui est très présent au sein du lexique, dans quel contexte, dans quelle phrase il est présent, et il est relié à quelle variable, quelle modalité. Donc, encore une fois, pour affiner notre analyse. Bon, là, je passe, c'est une analyse factorielle. De toute façon, il me reste pas mal de choses à faire au niveau de cette analyse avec Iramutech. Encore une fois, une analyse de similitude pour voir comment sont reliés les différents mots et comment est composé les champs lexicaux de chacun de ces mots. Voilà. Alors, en termes de discussion, c'est intéressant de voir que le risque sanitaire ne ressort pas vraiment comme un frein lié à la consommation d'alcool. C'est-à-dire que pour les personnes qui consomment, le fait d'avoir des maladies ou d'avoir des problèmes, quels qu'ils soient, sanitaires, ça ne ressortait pas comme une limite ou un frein à la réduction de leur consommation d'alcool. Ce qui ressortait davantage, c'était plutôt cette culpabilité de consommer liée à leur famille, notamment. Donc voilà, c'est quasi absent du discours des participants que j'ai interrogés. Donc, comme je vous ai dit, l'analyse lexicale complémentaire avec Iramutech va me permettre de faire des distinctions un peu plus claires entre les discours, parce que ce que je vous ai présenté, c'était donc sur ces 23 participants que j'ai interrogés. Mais là, je vais en savoir un peu plus sur la manière dont quel lexique, quelle sémantique est utilisée, et est-ce que c'est relié à certaines classes. Est-ce que les hommes discutent plus d'un sujet? Est-ce que se sentent plus concernés par telle ou telle thématique ou voilà. Et puis, je voudrais retourner rapidement sur les modalités des entretiens. Donc, j'ai fait, comme je vous ai dit, des entretiens par téléphone, en présentiel et en visio. Alors, c'était intéressant parce que les 5 entretiens par visio que j'ai faits ont été pour moi très positifs, très pertinents, parce qu'on sortait un peu du cadre institutionnel dans lequel se sont déroulés les entretiens en présentiel, c'est-à-dire soit un hôpital, soit un centre. Et là, je trouvais que le fait que les gens étaient chez eux, dans leur quotidien, à boire leur café, etc., il y avait une fluidité dans nos discussions, dans nos rapports. Donc, pour moi, ça a été
voilà, très pertinent d'avoir utilisé la visioconférence pour ce genre d'entretien avec ce genre de participants dans ce contexte-là. Et voilà, ce travail a été présenté au congrès de l'ACFAS à Montréal il y a un mois. Puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention.